Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue dans cette nouvelle émission de foot, Foot Zone. Foot Zone aujourd'hui qui est en direct avec des invités, avec nos consultants et qui va essayer, Foot Zone, c'est une nouvelle émission qui va revenir toutes les semaines et qui va parler du football corse et qui va essayer de vous faire vivre ces différentes journées, ces différents week-ends où nos amis footballeurs corses évoluent sur les différents stades. Alors, Jean-Baptiste, Patrice, présente-nous nos invités. Alors aujourd'hui en plateau, nous avons le FC Balagne qui est représenté par Jonathan Portillo, le directeur sportif, l'entraîneur Nicolas Hussmann qui est entraîneur du FC Balagne depuis cette saison, 2023-2024 et même avant. la saison précédente. Et bien sûr l'entraîneur de l'équipe du Sud, David Carédu. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour, alors on va parler de toutes les catégories, on va parler de R4, R2, R1, on va aller jusqu'au bout. Après je sais pas si, moi j'aurais plutôt tendance à dire PHC, mais bon. Après... Voilà, alors, allez, on va parler, on va commencer avec peut-être Jean-Baptiste qui va nous parler un peu de la PHC. La PHC, il y a Calenzane qui est leader avec 49 points. Le second pour faire le top 3, la troisième équipe du Gallia Luciane 43 points, ex aequo avec le Niol, troisième avec 43 points. Pour la journée précédente, c'était il y a 2 week-ends, c'était Calenzane qui recevait le Niol pour ce choc de cette 14e journée de PHC. Le Calenzane a gagné 5-0 contre le Niol, ça a marqué le pas dans cette course à l'accession. Un choc 5-0, parce qu'effectivement, entre le Niol et le Calenzane, il y avait peut-être la première place qui était en jeu, ou pas loin, le haut du podium. Et ce résultat 5-0 est quand même cinglant pour le Niol et Calenzane qui s'est bien positionné, là, justement, au moins par rapport au Niol. Et qui se donne un bol d'air Calenzane. Après la prochaine journée, Calenzane va se déplacer à l'AS Bastiaise pour le compte de la 15e journée. Calenzane peut confirmer la bonne performance face au Niol, ou alors ça peut rebattre les cartes si le Niol vient à faire un coup dans ce classement. Et aussi le choc de la 15e journée, c'est pour le moment la seconde place, c'est entre la troisième équipe du Gallia Luciane et le Niol pour la R4. Oui, en R4. Ouais. Je ne sais pas si toi tu es bien placé pour parler de la rencontre entre l'AS Bastiaise et le Niol. Voilà, mais bon, en tout cas, c'est vrai que ces deux rencontres vont être déterminantes pour la suite du championnat. Donc, moi, je pense qu'on peut annoncer complètement la journée de dimanche. Donc, l'AS Bastiaise qui va jouer Calenzane, AFA va jouer Pontelecce Morosal, le Niol contre Gallia, 3, comme tu l'as dit, Ghisonaccia Prunelli contre Pievadilotte, l'AS Capigors contre Lupino, et saute Lupino 2, et saute Juventus Bastiac. Bon, allez, on va changer de catégorie, on va passer à la PHB. En PHB, c'est le top 3, Capigors avec 36 points. Second, Lupino, ex aequo avec Cargese, qui ont tous deux 31 points. Le choc de la 12e journée du week-end passé, c'est entre Capigors et Lupino. Capigors qui a gagné 3-2 face à Lupino et du coup prend une certaine avance sur Lupino avec 5 points de plus. Et Cargese qui s'est incliné face à la squadra Lumiac, qui aurait pu prétendre à se rapprocher de Capigors. Et pour la journée à venir de ce week-end, c'est Lupino qui devait jouer contre Sant'Are Barada, mais qui est forfait général pour la réserve de Sant'Are Barada. Cargese qui va jouer contre Capigors. Ça va peut-être permettre à Cargese de recoller avec Capigors, ou alors Capigors d'étendre son avance. Lorient qui va recevoir le GFCBL. Vico qui va recevoir la squadra Lumiac. Et la réserve de Bocognano qui va recevoir le CBS. Voilà, comme tu l'as dit, il faut rappeler quand même que Sant'Are Barada 2 est forfait général. Donc c'est un championnat en réalité à 9. Voilà, allez, on va passer maintenant à la PHA ou R2. Patrice, qu'est-ce que... Oui, la PHA qui est dominée, je dirais, par le GFCA, qui, lui, s'est exempt lors de
la dernière journée. On voit aussi le FCA qui est deuxième avec 47 points et l'ASPV, l'AS Portovec, troisième, cher à David Caridu avec 45 points. Bonifacio, lui aussi, est en embuscade, quatrième avec 43 points. On voit au niveau de la journée précédente, puisque Portovec, lui, s'est imposé face à la réserve du FC Balagne 2-0. Pareil pour le FCES qui s'est imposé face à la réserve de l'Étoile 3 buts à 0. Et puis après, ça se cantonne un peu en bas de classement, puisque on voit Santaré Barad malheureusement décroché dans ce championnat. Et encore la réserve de l'Étoile et Monticello, avec bien sûr Antizan-Tivezan qui se joue un peu la bourre pour le maintien dans ce championnat de Régional 2. Pour les rencontres à venir, pour la 17e journée de la PHA, donc de la Régional 2, Antizan, lui, sera exempt. On voit le GFCA, lui, qui va recevoir justement le FC Balagne, la réserve du FC Balagne. Monticello, lui, recevra Santaré Barad. Portovec recevra le Nièvre. Lacazink, lui, recevra Pierre Vadilot. Et Bonifacio recevra la réserve de l'Étoile. Allez, on va passer à la R1. La R1, c'est mené par le Sud FC avec l'entraîneur David Carédu. Qui est avec nous. Qui est avec nous, bien évidemment. Mais David, le dernier match contre la Kazinka revient quasiment à la fin, si ce n'est à la fin sur un coup franc, il me semble. Comment vous avez vécu ce match, vos ressentis sur ce match? La R1, elle est quand même particulièrement difficile dans le sens où c'est un championnat assez homogène. Il n'y a pas d'équipes qui ont vraiment une grosse suprématie. Et comme on a l'habitude de dire un petit peu dans le jargon du football, tout le monde peut battre tout le monde à ce niveau, surtout à l'extérieur. On s'attendait à un match difficile face à une équipe qui est très agressive. C'est un petit peu dans son ADN. Et ils sont venus chercher l'égalisation, non pas sur un coup franc, mais sur un penalty à la 95e du minute. Mais ça fait partie du football et ce n'est pas une surprise parce que voilà, ils ont mérité leur égalisation puisqu'ils ont été la chercher au mental. Alors, que dire maintenant sur votre positionnement et puisqu'on est sur votre catégorie, parler un peu du club? On ne s'attendait pas à être là. Il ne faut pas oublier que Sainte-Lucie, c'est un petit village de 1500 habitants. Et aujourd'hui, se retrouve en position, je dirais pas de force, mais en position de pouvoir éventuellement tenter quelque chose ou monter en National 3, donc leader de R1. Et on y prend goût, bien sûr, et on est à 7 journées de la fin. Eh bien, on va tenter maintenant ce petit exploit pour ce village. Alors, qu'est-ce qui se dit au village, justement, lorsqu'on est à cette place? Il y a avoir quand même pas mal de pression. Parce que être leader, c'est bien. Si on n'arrive pas à maintenir, on va dire, là, il y a des... La pression, elle dépend des caractères des bonhommes. Il y a un certain d'entre nous qui ont déjà vécu des accessions de R1 en National 3. Ben, je parle aussi de moi-même, puisque je l'ai vécu avec la Balagne et John Portillo qui est présent, qui était mon capitaine. Donc non, il n'y a pas de pression là-dessus, il ne faut pas en avoir. Il faut prendre les matchs un par un, être serein. Et les choses, si elles arrivent, elles doivent arriver par le travail, par l'abnégation et par l'exigence, tout simplement. Et il faut prendre, je le répète, les matchs un par un. La prochaine rencontre contre le Svar, c'est un match comme les autres. Ouais. J'ai entendu un coach qui a dit ça dernièrement pour un match à l'extérieur. C'est 3 points. Bon, vous, c'est 4, c'est ça? Exactement. Lorsque vous jouez le titre, vous êtes obligé de quasiment gagner tous les matchs. C'est la loi de ce rôle de leader. Et l'Asvar, comme les autres, il faudra essayer de les battre. En effet, ce sont des matchs un petit peu plus compliqués, puisque si elles sont positionnées en haut du tableau, c'est que ce sont des bonnes équipes. Mais en effet, elles ont quand même... il faut gagner tous les matchs, mais il faut aussi gagner ceux-là. Et ce match, je dirais, dans un coefficient un petit peu plus important, puisque si on les bat, je pense qu'on les met quasiment hors course. Maintenant, si on fait match nul ou autre, la course se fera 3 avec l'Asvar et le FJEB et AFA aussi, qui est encore un petit peu dans le coup, même s'ils sont un petit peu plus loin. Mais bon, le football, ça peut aller très vite. Oui, d'accord. Et c'est vrai qu'ils sont un peu plus loin, pardon. D'accord, allez. Patrice, tu vas nous présenter la prochaine journée avant qu'on passe à l'autre catégorie.
Allez, la prochaine journée justement de la Régionale 1, l'ADH. Bocconian recevra la Casinque, Costa Verde recevra la réserve de Borgo, l'Étoile, donc l'FGEB, recevra Foriani-Agliagne, le Sud donc recevra Propriane, le Svar, Ghisona-Ciprunel recevra Bastilicac et AFA recevra la réserve de Corté. Voilà, en tout cas, on voit que dans toutes les catégories, et ça ne va pas déroger avec la N3 en groupe H, avec nos invités de Balagne, pour parler du haut de tableau, toutes les catégories, c'est très tendu et toutes les rencontres ont leur dose de suspense et d'implication. Alors, merci d'être avec nous, messieurs de Balagne. Le FC Balagne est second en N3. Déjà, félicitations d'être à ce niveau-là et peut-être vous demander à vous aussi, est-ce que cette position est difficile, flatteuse comment on voit ça en Balagne? Qui c'est qui répond? Le coach? Je vais parler un petit peu. Comment on le voit? C'est une position on s'y sent bien. Hein. On a construit une équipe en début de saison pour justement éviter de passer une saison aussi difficile que l'année dernière, où on a joué un maintien jusqu'au bout. Et cette année, on prend goût bien sûr au tableau, même si bien sûr ça demande pas mal de choses. C'est que ça reste quand même une saison difficile, même si le haut de tableau, on voit aujourd'hui qu'on est déjà maintenu. On se penche plus vers bien sûr une montée qu'un maintien. Mais on se rend compte que match après match, c'est difficile. Même quand on est là-haut, c'est difficile. Bien sûr, c'est toujours difficile de monter. Le plus dur, c'est de se maintenir et voir alors s'il faut monter encore une autre marche, parce qu'il n'y a qu'une équipe qui accède. Hein. Et alors, côté club, avant de parler de l'aspect sportif, côté club, on est prêt. Si jamais on arrive à mener au bout, est-ce qu'on est prêt? Les infrastructures, l'économie, les hommes? Le club aujourd'hui, depuis 2 ans, il essaye de se structurer, notamment avec l'aide du coach, M. Huisman, qui aujourd'hui nous a beaucoup apporté dans ce domaine-là. On se construit petit à petit. Dire aujourd'hui qu'on est prêt, je dirais pas qu'on est prêt, mais on construit pour justement, si ça arrive, essayer de faire le maximum et de tenir le coup. Alors, coach, est-ce qu'on a ce qu'il faut pour pouvoir déjà atteindre l'objectif suprême, la première place? L'objectif du club, c'est comme il a dit John, un maintien tranquille. Je pense que le FC Balagne... c'est acquis le maintien, après ce qu'il a dit. Donc, c'est acquis. Donc maintenant, il n'y a plus de pression, on est là. Voilà, les coachs sont toujours les mêmes. Ouais, mais je pense que quand on est coach, on joue tous les matchs pour les gagner. Donc, bien sûr. Tous les semaines, c'est sûr qu'on a un point en moins, c'est-à-dire qu'on est sur net maintenu. Mais aujourd'hui, effectivement, en étant à 3 points, voire 6 points de Sainte-Geneviève, qui est quand même un épouvantail dans ce championnat, c'est le seul club invaincu de toutes les divisions nationales confondues en France. 17 matchs sans perdre un match. 7 matchs nuls. 10 victoires, 7 nuls. Meilleure attaque, meilleure défense du groupe. Voilà, donc maintenant, ils ne sont pas à l'abri. Nous, on veut leur faire peur jusqu'au bout. Voilà. Dans un championnat déjà qui est déjà assez relevé, puisqu'on a des équipes réserves. Pour parler des nôtres, on a la CA, on a le Sporting, et il y en a d'autres. Hein. Ouais, disons qu'on a aussi fait le choix d'aller dans cette poule-là aussi, qui est la poule de Paris, qui n'est pas la poule méditerranéenne. On était dans la poule méditerranéenne l'année dernière. On a fait le choix d'aller dans cette poule-là, qui est une poule avec un football complètement différent aussi, qui est beaucoup plus basé sur la vitesse, sur la puissance. On rencontre des équipes très puissantes. Nous, on a plus mis un projet de jeu aujourd'hui sur la possession. Donc on rencontre souvent 2 styles différents. C'est des oppositions qui sont assez sympas à ce niveau-là. Et voilà, donc effectivement, aujourd'hui, on a réussi à être dans cette situation de 2e place, même si on aimait mieux être premier comme au début. On a eu un gros creux à un moment donné. On a réussi aujourd'hui à relever la tête. Il faut réussir à aller le plus loin possible. Si on arrive à les faire douter, c'est-à-dire à un moment donné, là, on pensait que ce week-end, ça allait être fait, puisqu'ils jouent à l'INAS, qui est quand même un très très gros club. Ils ont réussi à gagner à la 92e. Oui. Nous, on a été faire le job à Orléans, qui est une très très belle équipe. Et voilà, on pensait réussir à prendre 2 points. On ne l'a pas fait. On espère que ce sera le week-end prochain. Et voilà, où on rencontre nous Neuilly. Eux, ils jouent Mainvilliers. Donc voilà, on est à l'affût d'une de leurs chutes, tout en gardant. Nous, il faut qu'on fasse carton plein, en tout cas. Ça, c'est clair. Donc vous n'avez pas droit à l'erreur. Et eux, au pire... Ils ont le droit à 3 erreurs.
Ouais. Il y a aussi, coach, un objectif dans la saison, c'est aussi la Coupe de Corse. Vous êtes toujours en lice pour aller en finale. Ça peut être aussi une apothéose d'une saison réussie. Bah, disons que la Coupe de Corse cette année, alors on n'était pas parti honnêtement pour essayer d'aller au bout, puisqu'on était quand même, on avait misé plus ces championnats, mais elle nous a redonné du peps en fait. Le match de Bastia nous a redonné de l'énergie et nous a redonné un deuxième souffle en fait. Et en fin de compte, elle nous a fait beaucoup de bien. Parce que la Coupe de Corse, il faut savoir que nous, en Coupe de Corse, c'est compliqué. C'est-à-dire qu'on ne purge pas et on prend. C'est-à-dire que tous les cartons jaunes, on les compte, mais on ne peut pas purger nos joueurs en Coupe de Corse. Donc c'est très perturbant pour un club comme nous, parce qu'il faut savoir qu'on n'a pas un sureffectif. Et tous les cartons jaunes sont comptabilisés, mais on ne peut pas faire purger les joueurs dans cette coupe-là. Justement, vous dites que le match face au Sporting a donné du peps à l'équipe, à l'effectif. On voit aussi la force de caractère. On en a parlé avant l'émission. Ce scénario fou en huitième de finale face à la réserve du Sporting, qui a vu l'expulsion en tout début de match de votre gardien titulaire, et se retrouver avec un défenseur, pour le nommer Soufiane Akani, qui a réalisé la séance de tir au but qu'il fallait pour qualifier le club. Ça montre quand même la force de caractère de l'équipe. Oui, l'équipe a du caractère, sinon on ne serait pas à cette place-là. Elle en manque à mon goût, elle manque un peu de caractère de leader individuel, mais elle a du caractère et elle sait se révolter. Et elle l'a prouvé sur ce match-là, parce qu'on était quand même, on perdait 1-0, gardien expulsé. Maintenant, donc en Coupe de Corse, on ne peut pas avoir un deuxième gardien sur le banc, parce que c'est que 14 joueurs. Donc on a mis un joueur de champ c'était Batman dans le but. Donc voilà, il y a tous les. Et après on a vécu un super moment, voilà. Quoi. C'était magique même avec le public qui était là. C'était un moment où ça a redonné beaucoup de cœur à l'équipe, aux dirigeants aussi, parce que on sortait d'une période assez compliquée, l'hiver un peu. Et quelques mauvais résultats. Des fois, justement, c'est dans l'adversité qu'on arrive à trouver des ressources les hommes, et qui arrivent au résultat que vous dites. Et la magie du football. Voilà, c'est le bon côté du foot. C'est effectivement le côté positif du foot. Après, il y en a d'autres plus délicats, mais celui-là, il a été chouette sur cette période-là. Alors, on ne va pas conclure sur le FC Balagne, mais le FC Balagne, là, montre toutes ses capacités, tout son dynamisme, parce que c'est quand même un championnat très relevé, où, comme on l'a dit, il y a 3 équipes corses, et les 2 autres, c'est la CA et le Sporting, les 2 chacune. Donc, d'être là déjà, d'être maintenu dans cette catégorie pour la saison prochaine, déjà le club est sur une dynamique positive, et c'est déjà que l'an prochain, sauf s'il y a une apothéose, qu'on vous souhaite bien évidemment, le club a déjà ses objectifs pour l'an prochain. Coach, qu'est-ce qu'il faut? Je vais le faire aux 2. Là. Il faut plus de joueurs, plus d'argent, ou les 2? Tout est lié, mais le côté économique, tout manière, dans un club de foot, comme dans n'importe quelle société, boîte, il faut que ça soit lié. Il ne faut pas dépenser plus que vous avez. Il faut rester les pieds sur terre. Il ne faut pas se la péter plus haut qu'autre chose. Il faut juste travailler aussi. Beaucoup de travail, beaucoup d'humilité. Et puis voilà, je pense que John aujourd'hui, il est le garant de tout ça, entre guillemets, puisqu'il est vraiment placé entre le sportif et le président et le côté. Donc je pense qu'il est le mieux placé pour John a le rôle, je dirais, d'un club qui a une organisation où il y a exactement ce juste milieu, a priori, entre les finances et les investissements et le recrutement. Donc vous êtes là pour tirer, mettre d'accord et avoir un objectif. Alors qu'est-ce que ça dit, puisque c'est le recrutement? J'aurais tendance à dire que côté coach, on en veut toujours plus, et du côté finance, on veut toujours être au juste. Donc qu'est-ce que ça donne en gros, là, ce rôle de directeur sportif? C'est difficile parce que même moi, ou que ce soit le président ou les dirigeants, quand on est là où on a très envie que ce soit cette année ou même l'année prochaine à jouer le maximum le haut de tableau et essayer de monter en National 2. Bien sûr, après, quand on regarde le club, la structure du club, etc., on voit qu'on est en construction et que il nous manque quand même certaines choses pour se stabiliser si demain on monte en National 2. On en est côté infrastructure. Infrastructure, le stade a été refait cette année, donc c'est déjà une bonne chose. Après, il y a encore pas mal de boulot. Aujourd'hui, on n'est pas carré surtout pour être tranquille en National 2 si demain ça arrivait.
Oui, bon, allez, mais en tout cas, je vous fais confiance que si Mais on demain il y a avance. la dynamique, On Balagne, avance. ça va pousser peut-être. Et ça ambitionne certainement. Après, c'est vous, messieurs, qui allez récolter le fruit du fardeau, quoi. Ouais. C'est pour ça qu'il faut... C'est comme une maison, un club. Hein. Faites des fondations avant de construire le toit. Donc, je pense que tout ce qui est structure jeune, l'équipe réserve, c'est aussi important. D'avoir des éducateurs compétents. Tout le travail en amont est important dans la construction d'un club pour durer, disons, à haut niveau. La Nationale 2, c'est bien, on peut y aller une année, il va faire beau, c'est bien, et puis voilà. Quoi. Mais c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est de pérenniser quelque chose de fort avec les dirigeants et les encadrements pour que la FC Balagne perdure, en fait, tout simplement. On n'est que de passage dans un club, dans tous les cas. Oui, c'est ce genre de propos que je suppose que, David, tu partages. Exactement, il a tout dit avant de vouloir parler de montée. Mais si elle arrive, on ne refuse jamais une montée, quoi qu'il en soit. Et après, on fait un petit peu, je dirais, toujours le travail à l'envers, même si de leur côté, il a déjà été fait. Il a commencé à être fait depuis un petit moment. C'est un club que je connais très bien. Comme il dit, il faut d'abord construire les fondations. Il a parlé des éducateurs, des équipes réserves, tout ça. Il y a tout un travail d'ossature, de structure, pour se pérenniser justement. Et moi, je dis toujours, il faut y aller par étapes, par paliers. Mais ils sont sur la bonne voie, j'en suis persuadé. Et après, je leur souhaite quand même de monter cette année. Et le travail sera rattrapé, le travail qui leur manque. Je pense qu'il a été identifié et sera rattrapé quoi qu'il en soit. On peut faire parfois dans le désordre, ça peut marcher aussi. Allez, on va changer de catégorie, puisque là, on va passer au groupe A. On va juste peut-être faire un point sur les prochaines, Ah oui, effectivement. les prochaines rencontres à venir pour justement le groupe H, le groupe du FC Balagne. Sainte-Geneviève, lui, comme vous l'avez dit, recevra Mendilier, le Sporting, la réserve du Sporting recevra Linas, l'US Lusitano Samour ira du côté de l'US Ivry, le FC Balagne le samedi recevra Neuilly, Saran recevra Montrouge, Brigny recevra la réserve de la Ajaccio et Vitry, lui, recevra l'US Orléans, la réserve de l'US Orléans. Voilà, allez, on va passer donc, je disais, au groupe A. Et Groupe A où il y a Corté et Lucian. Corté qui est pas loin puisqu'il est sur le podium à la 3e place. Derrière East, premier avec 35 points. Et Montpellier, 2 avec 29 points. Et Corté. J'ai dit Corté. Et Corté qui ferme le podium avec 28 points. Et un peu plus bas dans le classement, on a le Gallia Luciana qui est 9e avec 19 points. Juste au-dessus de la zone sensible de relégation, ouais, voilà, avec ça. 19 points. Là. Donc, normalement, nous devrions avoir, lors de la prochaine émission, nos amis de Corté qui seraient là avec nous, et je pense aussi peut-être ceux de Lucian, mais on verra. On attend les confirmations. Mais en tout cas, les clubs corses, même dans cette catégorie-là, même si Istres semble avoir, je dirais, de bonnes prétentions, on ne sait jamais. Hein. L'Orso dit l'Orso. Hein. Allez, en tout cas, on leur souhaite d'aller encore plus loin et à Luciana d'aller un peu plus haut, au moins une ou deux places pour être tranquille cette fin de Pour se saison. donner un petit bol d'air parce que bon, le gars Lucian est quand même à même égalité de points que l'AS Cagnes le Gros, donc c'est vrai que pour l'équipe de Chucky Corlija, ce serait bien de prendre un petit bol d'air dans ce championnat. Voilà, on va aller maintenant en N2, en groupe D, où nous avons Fouriani qui est en tête, même si la dernière rencontre que nous avons suivie s'est soldée par un match nul à domicile, parce que comme il le disait le président, on a l'habitude de gagner à domicile, mais bon, voilà, après il y a des rencontres, ils étaient menés 1-0 sur un penalty, et penalty, il semblerait que les coachs doivent le dire. Là. Ça se travaille aussi pour obtenir les penalties. Alors qu'est-ce qu'on peut dire ça sur les penalties? Je sens un sourire, je dirais un peu complice. Bon, un penalty, ça fait partie du jeu. Hein. Bien sûr, bien sûr. Et quand je dis ça se travaille, je ne sais pas Ouais, vous parlez péjoratif. des Italiens en gros. Je sais Quelque pas. part, un peu. Je sais pas. Non, je sais mais pas. il y a de la malice, il y a du vice, il y a un jeu avec l'adversaire, avec l'arbitre. Oui, et puis il y a des vrais pénaltys aussi, ça existe. Oui, mais enfin, moi, je parlerai pour mon expérience, mais m'est arrivé d'entendre d'un coach, putain, pourquoi il s'est pas laissé tomber? Pourquoi il a passé? Il a mal joué, il s'est relevé trop tôt. On dit toujours. Hein. Oui, mais à un moment donné, est-ce que, comme je l'ai entendu, puisque je l'ai entendu par des coachs adverses, putain, il a bien joué le coup. Ouais. Bah, une fois qu'on a pris le but, on reconnaît quoi.
Voilà. Du coup, on conteste un peu, et puis après... Non, mais oui, bien sûr, un penalty, Parce qu'un c'est penalty, comme un coup finalement, franc, c'est comme beaucoup de choses, en fait. On peut aller le chercher, en fait. il y a le coup franc Si vous défensif. tombez Le gentiment... penalty défensif, c'est pas recommandé, sauf s'il est devant la ligne. ouais. Mais le coup franc défensif, quitte à prendre un carton parce qu'il va au but, ça arrive souvent. Tactiquement, ça arrive souvent. Ouais, enfin, on essaie de faire commettre les fautes le plus haut possible, hein, pour Bien sûr, éviter bien sûr. d'avoir des situations embêtantes sur coup de pied arrêté ou des cartons. Mais obtenir un penalty, voilà, il y a des attaquants ils les obtiennent, et il y en a, ils les obtiennent jamais. La Donc, différence, il y a elle une est... certaine il y en a qui ont du vice, il y en a qui en ont moins. Il y en a qui sont malins, ils sont moins malins. vice, lucidité, on l'appelle comme on veut. Ouais. Allez, lucidité, on dira aujourd'hui à l'antenne, alors. Ouais, oui, mais on se comprend, mais à un moment donné, il faut peut-être que tous les joueurs, là j'ai peut-être un peu en tête, un peu des réflexions, vous m'excuserez, je dirais un peu bleues, vous avez compris ce que je veux dire, où souvent on dit, putain, ils obtiennent des pénaltys, on n'y arrive pas dans ces situations. Je parle un peu du sporting, mais ça veut dire que quelque part, il y a une certaine, pas éducation, mais une certaine ouverture, une certaine habitude à avoir dans certaines situations lorsqu'on reçoit, et avoir le bon geste, parce que des fois, il y en a qui trichent, se prennent le carton jaune contre eux. Non, mais les Italiens, ils ont une formation, c'est inné chez eux. Je veux dire, c'est pas pour rien. Et ça fait des années. Ils savent tomber, ils savent se tomber à un moment donné, ils savent gagner des fautes, ils savent gratter quelque chose, entre guillemets. Voilà. En France, on est plus propre, entre guillemets, sur certaines choses. Mais bon, voilà, il y a des joueurs moins, des joueurs plus. Il faut un équilibre dans l'équipe. Si vous avez que des... Ah non. Vous n'y arrivez pas, il faut un peu de tout pour créer un groupe compétitif et les uns tirent les autres. Et effectivement, le penalty, entre guillemets, la faute gagnée qu'on appelle nous en tant que coach, c'est intéressant. Parce que pour en revenir justement à la N2, le groupe B, justement à Florian Aglian, le coach, il a dit, ils l'ont travaillé, on l'a vu qu'ils l'ont travaillé. Et ils ont eu souvent des actions comme ça. Et ils ont obtenu leur penalty. Florian est tombé, entre guillemets, dans le panneau, parce que le penalty peut le siffler l'arbitre, et il a sifflé, il n'y a pas eu de contestation. Mais on a senti une frustration du coach Bastier. Voilà, donc après, bien sûr, ils sont revenus, parce que c'est un match qui s'est joué sur coup de pied arrêté. C'est ça, exactement. Voilà. D'ailleurs, Bon. on va écouter une interview du coach Patrick Videra et du président Philippe Ferrogne, justement, à l'issue de cette rencontre. Alors, coach, ce soir, une confrontation en haut de classement. Alors, il y a deux visions. Soit on a perdu 2 points, soit on a pris 1 point. Mais je pense que c'est le début de rencontre où là, c'est tout joué et qui a empêché peut-être qu'on n'ait pas pris la victoire. C'est exactement ça. On fait une très bonne entame où je pense qu'on doit mener 1-0 et derrière, on prend un penalty. On savait que cette équipe avait beaucoup d'expérience. C'est son 8e penalty depuis le début de la saison. Donc, je leur avais dit d'être très vigilant dans la surface. Donc voilà, après on est revenu sur un coup de pied arrêté. Je pense qu'on a eu une période de 10 minutes de flottement où il fallait ramener beaucoup de sérénité et du calme. On a essayé de le ramener à la mi-temps. On a des situations en deuxième mi-temps, je pense qu'on doit beaucoup mieux faire et c'est pour ça qu'on est compétiteur et on voulait gagner ce soir. Bon, ce soir, vous ne gagnez pas, vous ne perdez pas, mais ce soir, la distance reste la même. Il y a 2 points. Maintenant, il va falloir un peu les autres résultats. Mais la prochaine rencontre, je pense que la prochaine journée va être peut-être plus importante parce que je pense qu'il y a des confrontations directes, comme un peu nous ce soir. Oui, c'est vrai, mais on n'a pas le choix. On va se remettre au travail dès demain, de pouvoir aller à Mâcon avec l'envie de pouvoir récupérer ces 2 points de perdus aujourd'hui. Mais voilà, je suis très confiant parce que j'ai des garçons qui sont extraordinaires et puis on a de fortes valeurs et on ne va pas déroger à la règle. Et vous pouvez compter sur nous pour ces 8 finales, faire les choses nécessaires. Alors le président, qu'est-ce qu'il dit ce soir, ce match nul? Disons qu'on est un peu déçus parce qu'on a l'habitude chez nous à chaque fois de remporter nos matchs. On a fait 2 nuls à la maison. Et voilà, aujourd'hui c'était Bobigny. On espérait bien sûr gagner, mais bon, on n'a pas pu le faire. Donc je pense que, comme dit le coach, on va surtout se pencher sur le prochain match pour essayer de garder nos distances. En tout cas, c'est un championnat. Je pense que la semaine prochaine sera révélatrice peut-être des écarts qui vont ou se confirmer ou se resserrer. Oui, peut-être. Après, on ne va pas se préoccuper des autres. Voilà. On va surtout se concentrer cette semaine pour bien travailler et pour, comme je vous l'ai dit, de pouvoir aller gagner à Mâcon. Allez, félicitations en tout cas ce soir. C'était quand même une rencontre très importante.
Et Florian, il maintient, je dirais, ses objectifs. Et le groupe, on a senti quand même ce soir, et je crois que le coach est en train de me le confirmer, même s'il n'y a rien d'extraordinaire, c'est qu'un groupe très soudé et qui ne lâche pas, qui a su se reprendre. C'est exactement. Vous avez tout dit, donc je ne vais rien rajouter. Bon, merci encore. Voilà, quelles étaient les impressions au terme de la rencontre de haut de tableau entre Florian et Bobigny. Donc maintenant, on va se projeter sur la prochaine journée. Patrice, où tu vas nous parler un peu des prochaines rencontres. Allez, dans ce groupe D. La prochaine rencontre pour l'AS Florian-Agliane, il va se déplacer du côté de l'UFC Massonnet. Le FC Agno va recevoir l'OL Saint-Quentin. Fény va recevoir la réserve de l'AJ Auxerre. Le Racing Besançon recevra Colmar. Le FC 93 Bobigny va recevoir Bourg-en-Bresse. C'est un choc du haut de tableau. L'ASC Bischheim va recevoir Wascal et l'US Créteil-Lusitanos recevra le FC Fleury 91. Allez, on va toujours rester en N2, on va aller dans le groupe C. On va parler un peu de Borgo qui... Ça se complique pour, Ça se complique pour le FC Borgo qui s'est incliné en match avancé de cette 18e journée face à l'US Granville, 1-0. Borgo qui pointe à la 11e place, qui est dans la zone rouge, qui n'est pas décroché. Le FC Borgo, ils sont à peine à 2 points de la zone hors légale, on dira, mais ça se complique de plus en plus. Ouais. Ce qu'on voit sur les autres terrains, que le FC Chambly-Loise s'est incliné 2-1 face à l'US Saint-Malo. Aubervilliers a fait match nul face à l'AS Beauvais. Châteaubriand s'est imposé face à la réserve de Guingamp. L'US Boulogne, lui qui mène la danse dans ce championnat, s'est imposé à l'extérieur 2-1 face à Dinan. La réserve de Lorient s'est imposée 2-0 face au Racing. Et le Stade Briochien s'est imposé 2-1 face au AF Virois. Allez, en tout cas, on souhaite à cette équipe de Borgo de trouver les ressources pour s'éloigner un peu de cette zone de perturbation. Pour vous couper, la prochaine rencontre, le FC Borgo recevra Châteaubriand. Et Châteaubriand est juste au-dessus de la zone de relégation. Ça va être important pour cette équipe de Borgo de s'imposer dans cette rencontre pour pouvoir... Samedi 15 à 15h. Samedi 15 à 15h. Samedi 16 à 15h. Samedi 16 à 15h, pardon. C'est 15h. Voilà. J'avais trop de 15. Voilà, samedi 16 à 15h. Alors donc, il faut que... Du côté de Borg, on a encouragé l'équipe et pour essayer de revenir à une situation plus confortable. Allez, on va terminer avec la Ligue 2. Alors, la Ligue 2, le football corse, il y a la CA bien sûr et le Sporting. Les deux équipes, lors de la dernière journée, ont un peu, je dirais, autant à un moment donné, la CA était en poule pour aller voir le haut du tableau. Là, maintenant, ils sont en poule en train de regarder le bas du tableau. Et le Sporting était un peu au-dessus de la zone de relégation. Et là, on est juste. Et cette rencontre de Fourian et contre Saint-Étienne va être une rencontre très, très importante. Justement, moi, j'ai une question qui va s'adresser au coach. Vous vous attendez, vous, à ce championnat aussi serré de la Ligue 2 entre le 17e qui est l'US Concarneau et le 12e ou 11e qui est l'AC Ajaccio ou Pau? Oui, bon, je pense que effectivement, toutes les divisions, avec les refontes des championnats qu'il y a, toutes les divisions sont compliquées. Là, en ce moment, la Ligue 2, c'est un championnat super compliqué aujourd'hui. Moi, j'étais très longtemps à Dunkerque pendant des années. Aujourd'hui, ils étaient complètement à la rue il y a 2 mois. Et aujourd'hui, ils sont meilleure équipe de la 2024. Bastia a quand même réussi à relever la tête. Là, bon, perdre à 3, c'est pas facile, mais je trouve qu'ils sont bien relevés la tête et je leur souhaite vraiment d'aller chercher. Et concernant la CA, voilà, à eux d'aller chercher les playoffs et espérer ça le plus longtemps possible pour aussi aller les chercher. Mais c'est un championnat très très difficile, la Ligue 2 aujourd'hui. Et c'est chouette d'avoir 2 clubs corses en Ligue 2. C'est vraiment quelque chose de magnifique parce que moi qui la connais bien, vous avez des gros clubs en Ligue 2. Hein. Combien de clubs ont joué en Ligue 1 qui sont en Ligue 2 aujourd'hui? Beaucoup. Bon, là, la CA et Bastia y étaient, mais c'est un championnat très difficile, donc ça ne m'étonne vraiment pas du tout. Et on voit les prétendants, là, Auxerre, Angers, Laval, Saint-Étienne, Caen, Guingamp, Ajaccio, avec des budgets Bordeaux, de fou, hein. Troyes, Dunkerque. Justement, vous parlez de budget. Ça, David, c'est une question que j'aimerais te poser. On voit le budget de Bordeaux
qui est 3 fois plus que celui-là du Sporting. Et on voit une équipe de Bordeaux qui est 13e et qui est à 2-3 points presque de la zone. Comment on peut l'expliquer ça justement, que Bordeaux, qui a quand même un budget pharaonique, n'arrive pas à aller jouer les premiers rôles dans ce championnat? Il n'y a pas que l'argent. Au football, il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en compte. Et l'état d'esprit, la mentalité des joueurs, le travail du staff, de l'entraîneur, l'environnement. Il y a tout un tas de choses. Si l'argent était le seul élément, ça serait trop facile. Et je pense que le PSG aurait gagné quelques Champions League. Et ils sont dans une petite tourmente par rapport à leur budget, mais il n'y a rien d'étonnant. Parce que, je me répète, il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte. Et il y a des choses qui ne fonctionnent pas dans le fonctionnement, justement. Et que l'argent ne peut pas forcément toujours permettre de combler. Alors justement, on parle d'argent. On voit que maintenant, il y a eu, entre guillemets, une refonte de beaucoup de clubs par micro-région. Est-ce que en Corse, on est encore dans une vision trop passionnée qui devrait encore se réduire, ou est-ce qu'on est dans une vision qui paraît mieux adaptée ou moins bien adaptée? Je vous pose la question, messieurs. Je pense que trop de clubs, Non, trop de je pense que l'objectif, l'objectif, pas assez d'argent. C'est de relever le niveau mécaniquement, plus de descente. Et le niveau est forcément relevé quelque part. Ça aura tendance à aller dans le bon sens pour certains, peut-être pas pour d'autres. Moi, je suis un peu mélangé sur l'idée. Ça va créer des fusions parce que justement le besoin financier va augmenter vu que le niveau va monter et le nombre de clubs va quelque part diminuer vers le haut. Donc pour la Corse, ça ne change pas énormément, hormis au niveau des clubs nationaux, les 6 clubs nationaux, le FC Balagne compris, qu'il faudra justement relever le niveau et retrouver encore plus de force financière, plus d'ossature pour pouvoir chaque année, dans un premier temps, se maintenir. C'est souvent l'objectif des clubs corses et c'est pour ça que je les félicite parce que là on parle plus de maintien mais on parle d'espérer quelque chose pour le FC Balagne. Oui, mais je vois là, je ne veux pas aller dans un sens ou aller dans l'autre, mais moi quand je vois le FC Balagne, pour parler parce que c'est nos invités, on les remercie d'être là, qui est là et qui bien sûr comme tout passionné de foot, compétiteur, que ce soit coach ou dirigeant, on a envie de monter. Mais après, il y a la raison qui arrive. Est-ce qu'en Corse, on a les moyens d'avoir autant de clubs? C'est la bonne question. Est-ce qu'on a les moyens économiques dans notre région pour avoir autant de clubs? Est-ce qu'on est bien dans cette vision-là? C'est une question qu'on va poser quasiment à toutes les équipes et les dirigeants, entraîneurs présents avec nous. C'est pas une critique. Moi, au contraire, moi, je suis le premier content à avoir autant d'éclectisme, autant d'équipes, autant de passion. Plus que content. Aujourd'hui, en Corse, ça reste quand même une terre de passionnés. Aujourd'hui, on voit qu'il y a quand même pas mal de clubs au niveau national, mais c'est pas la plus grosse année où moi j'ai vu des saisons où il y avait quand même encore 2-3 clubs en plus au niveau national et c'est sûr que pour une région comme la Corse, c'est énorme. Maintenant, il y a même eu 2 clubs en Ligue 1. Eh oui. C'est sûr que maintenant, économiquement, plus ça va aller, plus ça va être difficile. Ça, c'est certain. Alors, je vais lâcher une bombe, là. Est-ce qu'il faut qu'on ouvre au plus haut niveau vers des finances vues d'ailleurs? Est-ce qu'il y a quelqu'un en Corse qui est prêt à ça? Parce que on n'en est pas loin. On n'en est pas loin. Je ne veux pas dire que je sais des choses. Je ne sais rien du tout, mais on n'en est pas loin. Parce que l'argent, c'est l'argent. Hein. C'est petit la Corse en fait, c'est une question de population en fait. Et au plus c'est pas, il y a combien d'habitants en Corse? 300 et quelques, 350. Hein, à Paris, il y a combien d'habitants à Paris? Donc voilà, vous avez déjà c'est vrai qu'au par au nombre de licenciés, c'est vrai que c'est impressionnant. Non mais moi je vous dis c'est impressionnant. Moi qui viens du continent et qui a fait carrière à travers par rapport au nombre de personnes habitants. C'est impressionnant le nombre des clubs qui sont en national, qui ont un niveau, qui sont à haut niveau. Donc je rejoins John sur la passion du foot corse, elle est vraiment là. Le foot, c'est le foot, quoi. Et voilà, quoi. Moi, j'étais fan de handball. En handball, vous trouvez une équipe de hand, il y en a très peu. Une à Corté, peut-être sur Ajaccio. Ouais, exact.
Basket, c'est pareil, très peu. Mais Le foot, c'est le foot. c'est vrai que par rapport au nombre licenciés, comme vous le dites, mais lors c'est- de la saison 2014-2015, on avait quand même le Sporting en Ligue 1, l'AC Ajaccio en Ligue 2, le CAB et le GFCA aussi qui étaient en professionnel. C'est vrai que comparé au nombre de licenciés qu'on voit par rapport aux clubs corses qui sont en professionnel, c'est, on peut dire, toujours un exploit permanent que des clubs comme ça puissent être au plus haut niveau comparé à la région parisienne. On voit que ce soit Créteil qui restait très longtemps en Ligue 2 et nationale, ces clubs-là qui n'arrivent pas à perdurer alors qu'il y a beaucoup plus de nombre de licenciés. Oui, 1200 licenciés à Créteil. Moi, j'ai joué 3 ans à Créteil, donc je connais bien le club. Mais en Corse, il faut réussir à travailler sur les jeunes, il faut réussir à travailler sur le football corse, quoi, en fait, en lui-même, sur le fond. Il faut réussir à mieux travailler dans les clubs, il faut que la Fédé, que les clubs se structurent mieux. Si vous voulez garder une forte identité corse, entre guillemets, sur des joueurs qui sont formés en Corse et il faut les former. Et pour les former, il faut des structures, et on revient toujours, des bons éducateurs, des diplômés avec un bon fonctionnement. Donc je pense que la Ligue Corse a un vrai rôle à jouer là-dedans pour pouvoir garder son football à de haut niveau, et en jeunes aussi, parce que ça passe par les jeunes. On a fait un bon tour là Ouais. et Je pense qu'on peut faire un point sur ce qui s'est passé lors de la dernière journée de Ligue 2 et Ouais. aussi envisager la prochaine journée. Donc Saint-Etienne, lui, s'est imposé 1-0 face à la JO Auxerre. Saint-Etienne qui est sur une très belle série en cours, justement. Il va rendre visite au Sporting ce samedi. Amiens qui a fait match nul face à Rodez, 1-0. Annecy qui s'est imposé face à l'AC Ajaccio à domicile. C'est une surprise, hein, puisqu'Annecy est relégable dans ce championnat. Bordeaux et QRM ont fait 0-0. Caen s'est incliné sur sa pelouse face au Paris FC, 1-0. Valenciennes et Angers, 0-0. Dunkerque qui s'est imposé face à Pau, 1-0. L'US Concarneau, lui, s'est incliné sur sa pelouse, 3-2 face à l'en avant Guingamp. Le Sporting, vous l'avez suivi sur Énergie Corse, s'est incliné 2-0 face à 3. Et lundi, en clôture de cette 28e journée, Grenoble s'est incliné face au Stade Lavallois 2-0. Et ce samedi, donc, il va avoir un match important. Le Sporting va recevoir cette équipe de Saint-Etienne. On sait que par le passé, rien que la saison dernière, le Sporting s'était imposé 2-0 dans un contexte qui était très différent. Justement, je vais m'adresser à vous, John, en tant que directeur sportif. On voit qu'il y a eu pas mal de changements, même au niveau du mercato. Et on a vu la bascule dans l'effectif. Ça y a joué énormément, ça, le fait qu'il y ait eu énormément de changements dans l'effectif basket pour se retrouver justement à flotter avec la ligne rouge et avoir un match aussi décisif face à Saint-Etienne samedi. Bien sûr, les changements dans l'effectif, ça joue forcément un rôle. Un groupe, il vit, il y a quelque chose qui se construit, il y a une mentalité qui se met en place, il y a un travail. Et forcément, dès qu'on apporte beaucoup de changements, quelque part, c'est une reconstruction avec des nouveaux joueurs, avec des automatismes différents. Donc, on a beau travailler, mais parfois ça prend pas, parfois ça met du temps. Ça joue toujours un rôle important. C'est sûr que les deux coachs qui sont là, je vais enfoncer des portes ouvertes. Lorsqu'on a un groupe qui se connaît et qui a certaines habitudes, ça permet et la stabilité, ça permet de voir les saisons à venir et les échéances à venir. C'est une forme d'assurance, mais durer avec un groupe, c'est dur pour un coach parce qu'on Oui, après, on est redondant. Donc, à un moment donné, faut soit on change de arriver, coach, soit on bouge un peu l'effectif sur Voilà. plusieurs années parce que c'est toujours compliqué, quoi. Alors, soit on change de coach, c'est le mot-clé. Que dire sur cette solution qui s'offre au club pour être l'ultime, ça fait partie je dirais, du jeu C'est et le du rôle métier, d'un coach. C'est notre métier. C'est comme ça, ça fait partie du métier. Moi, j'ai fait 15 clubs. Des fois, on part de nous-mêmes, des fois, on est viré, des fois, on y reste longtemps. C'est la vie d'un coach. Il faut l'accepter. Si on n'accepte pas ça, c'est difficile de... Le coup psychologique. Ouais, et puis il faut l'accepter, même si on n'est pas d'accord. Parce qu'à un moment donné, c'est comme ça. Vous avez tout dit, mais c'est vrai que la stabilité dans un club, c'est ce qu'il y a de mieux. Et c'est ce qu'il y a, surtout que maintenant, les coachs d'un certain niveau travaillent avec des projets de jeu. Donc il est évident que plus votre groupe est stable et pérenne, avec un certain nombre de matchs et de temps, et plus le travail est facilité. Mais à un moment donné, on est confronté à tous les coachs, sont confrontés à peut-être des mauvaises séries, peut-être des critiques.
et peut-être à un moment donné à des choix qui sont fatidiques et inévitables. Et comme il l'a dit, le coach le sait très bien, c'est difficile dans la durée de faire plus de 2, 3, 4 ans. Ça dépend beaucoup des résultats, il faut dire ce qui est. Et ça fait partie du travail d'un coach où il faut l'accepter et du rôle des présidents et de faire ses choix pour essayer justement de trouver des fils conducteurs différents. On va parler un petit peu du Sporting et on l'a vu dernièrement, ils en sont arrivés à ce choix. Je ne suis pas là pour juger si c'était le bon ou le moins bon ou un mauvais choix, mais s'ils l'ont fait, c'est qu'il y avait certainement beaucoup de raisons derrière. Ils ne l'ont pas fait comme ça sur un coup de tête. Allez, ça c'est à chaque club et à chaque dirigeant de prendre ses responsabilités, de savoir ce qu'il faut faire. Quand on a un directeur sportif, c'est lui qui est au cœur et qui doit, je dirais, faire pencher d'un côté ou de l'autre la balance. En tout cas, c'est la vie du foot. En tout cas, messieurs, merci d'avoir été les premiers invités de Footzone. Footzone vous remercie. On va se retrouver très prochainement. Bien sûr qu'on va suivre toute l'actualité du football corse. On vous souhaite bonne chance dans vos clubs respectifs. À Vittoria Betuti. Après, ça dépend qui c'est qui est au bout. Hein. Merci encore, messieurs, d'être venus, que ce soit de Balagne ou que ce soit encore de plus loin dans le sud. Voilà, merci à tous et à bientôt pour Footzone. Merci.